Jeunes élèves, personnes qui, au quotidien, œuvraient pour cette révolution délicieuse dans cette cité scolaire, Madame la maire, Madame le proviseur, Mesdames, Monsieur le Président, peut-être tout simplement mangeuses, mangeurs. Vous pouvez vous poser la question, pourquoi un cuisinier étoilé, vice-président des Relais Châteaux à l'international, qu'est-ce qu'il vient faire dans la cuisine d'un lycée ou d'un collège? Eh bien, j'essaye, avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec beaucoup de pugnacité, de corriger les erreurs que nous avons pu faire au niveau national, en considérant qu'il y existait la gastronomie des étoilés et que l'alimentation et la nourriture de tous les jours ne comptaient pas. Nous ne sommes pas occupés de ce qui se passait dans la rue, ce qui se passait dans les lycées, ce qui se passait dans les EHPAD, dans les collèges, dans les maternelles, dans les entreprises, dans les restaurants d'entreprise. Et on a continué à briller en disant la France, nous sommes les meilleurs. C'est le pays où nous mangeons le mieux dans le monde. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Et puis, lorsque je me suis rendu compte que même l'industrie agroalimentaire a tenté de capturer cette gastronomie, les uns les autres, vous avez dû entendre parler à un moment donné d'une cuisine moléculaire. Eh bien, les fournisseurs de la chimie, des arômes, des texturants et des colorants rentraient directement dans les cuisines, entre guillemets, des grands chefs. Et là, j'ai eu une prise de conscience terrible. J'ai dit, mais que s'est-il passé, en particulier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale? Eh bien, c'est que nous avons laissé, et c'est une prise de conscience que nous avons tous un peu les uns les autres, à différents degrés, à différents moments de notre vie, c'est que nous avons confié à l'industrie le fait de cultiver, d'élever et de se nourrir. On a confié à quelques multinationales, vous allez dans un supermarché, vous avez 17 marques internationales et vous vous nourrissez à hauteur de 80%. Ces gens-là ont compris comment on pouvait faire oublier à chacune et à chacun d'entre nous que s'alimenter est un acte majeur, et un acte majeur face à sa souveraineté alimentaire, mais face à sa propre liberté, individuelle et collective. Donc l'agriculture, la pêche, l'alimentation s'industrialise, c'est-à-dire que la finalité de l'industrie, on ne va pas lui en vouloir, c'est de réaliser des profits. Mais de nous faire croire que la réussite dans la vie, c'est de pousser un caddie le samedi après-midi pour acheter des plats préparés pour la semaine, ça, là, on commence à tomber dans un travers extrêmement grave. Lorsque l'on fait croire que pour nourrir les jeunes et les élèves, on ne peut pas faire autrement au nom de normes pseudo-hygiénistes, que l'on ne peut pas faire de cuisine aujourd'hui dans chaque collège, cantine et lycée, c'est assez effroyable. Et alors, il ne s'agit pas aujourd'hui de faire porter des responsabilités à tel ou tel. On a tous une responsabilité, parce qu'on est tous tombés dans ce travers. Maintenant, cette prise de conscience, elle est évidemment régionale, nationale, mais internationale. Prise de conscience alimentaire. Et tout le monde a dit, oui, mais alors, à la maison, on va faire appel à les AMAP, on va aller moins au supermarché, on va faire attention à ce que l'on mange, on va travailler avec les producteurs locaux, mais alors,
dès que l'on va toucher à une collectivité, à une cantine, à un restaurant d'entreprise, à la cuisine d'un EHPAD, on va dire « Ah, mais c'est pas possible, pas possible ». Alors il est vrai que c'était quand même le parent pauvre. On a abandonné les hommes et les femmes, on les a ignorés, qui travaillaient très souvent dans l'ombre, qui souvent étaient considérés comme la cuisine de ceux qui n'étaient pas dans les grands cuisiniers de la gastronomie française. On a abandonné au niveau de l'investissement simplement les équipements, le matériel, que ce soit dans les lycées, que ce soit dans les collèges, que ce soit dans les maternelles. Et puis on a dit, oui, mais alors là, je pense que c'est aussi assez fort de dire ces choses-là. Oui, mais les gens aujourd'hui ne sont pas formés. Non, mais c'est quand même un monde, quoi. Alors on a le sentiment que on n'y arriverait pas. Seulement, il y a plus d'une dizaine d'années, des résistantes et des résistants, et je mesure mes mots, un petit peu, vous savez, comme ces hommes et ces femmes, il y a 30 ans, moi je les ai connus sur les marchés, qui faisaient du bio. On les prenait pour des babas, pour des gauchos complètement perdus, illuminés, qui donnaient aucun sens. On les prenait vraiment pour des marginaux. Alors c'est vrai qu'ils arrivaient parfois avec des carottes un petit peu piquées, parce qu'il faut beaucoup de connaissances pour faire une production en agriculture biologique. Ces gens-là ont été extrêmement courageux. Aujourd'hui, quand on voit même des marques comme Leclerc, qui osent mettre Leclerc bio, mais à quand Monsanto bio? C'est-à-dire que la pression économique, l'agro-bashing, est récupérée pour du greenwashing. Et là, nous avons vraiment un rôle capital à jouer, parce que ces hommes et ces femmes, je veux parler de l'association, le collectif Les Pieds dans le Plat, alors qu'ils travaillaient dans la restauration collective, se sont dit c'est pas possible, on peut faire autrement. De la même manière que les agriculteurs bio il y a 30 ans, tout le monde a souri en disant vous êtes des doux illuminés. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce que là aussi, ils avaient raison. Ils ont eu tellement raison. Comme quoi, on pouvait, en créant cette fameuse SCIC, alors cet acronyme un peu barbare, qui veut dire Société coopérative d'intérêt collectif. Coopérative, c'est-à-dire que tous les gens qui adhèrent ont simplement une voix, quel que soit leur investissement. Ça veut dire également que collectif, c'est d'intérêt public, pour le plus grand nombre. Et là, dans cette structure, on y intègre des particuliers, des collectivités, et c'est là où on a besoin des communes, des départements, mais peut-être et surtout de la région. Parce que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, là, on a l'impression qu'on n'est pas beaucoup. Il y a quelques personnes de la presse que je salue. Mais ce qui se passe en Dordogne et en Nouvelle-Aquitaine est observé par la France entière, voire par l'Europe. Et vous savez ceux qui l'observent le plus? C'est justement l'agro-business. Parce que là, ils sont en train de voir un scud énorme qui leur arrive en plein front. Les communes, les départements, les régions, les nations, l'Europe est en train de se reprendre en main au niveau de son alimentation. Cet outil, cette SCIC, c'est du truc, moi ça m'a fait peur le jour où je me dis non, il me dit SCIC, ça pique, c'était. Mais oui, ça pique et ça gratte. Et ça va très loin. Parce que, on a vu, alors il y a eu la pandémie, mais de toute manière, ce mouvement, il était là. Tout le monde se badigeonne en vert.
les industriels, en ce moment là, les élections, les départementales, les régionales. Alors tout le monde veut faire du vert. Et tout d'un coup, on a l'impression même que pour certains, leur programme politique, c'est de dire « je vais faire une cantine bio ». Il y a des gens qui sont sincères lorsqu'ils disent ça. Il y en a d'autres un peu moins. Un petit peu comme McDonald's lorsqu'il se met en vert. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la volonté globale, elle est là. Mais non, le gars, il est là, il avait sa cantine qui fonctionnait depuis des années avec un grand groupe coté en bourse, l'autre, ça dit mais comment on fait? Parce que d'abord, on a l'impression que nos équipes ne savent plus faire de la cuisine, puisqu'on leur demandait d'ouvrir des boîtes et de faire des sachets. On n'a plus de matériel. Et on ne sait plus comment aller chercher les producteurs locaux. Je parlais même des locaux, parce que, vous savez, il ne faudrait surtout pas dire, parce que tout d'un coup, les agriculteurs, les éleveurs, qui sont dans une communauté et qui ne sont pas encore en bio, parce qu'on ne les aide pas vraiment non plus, à passer en bio. Il y en a beaucoup qui aimeraient. Il ne faut pas les mettre de côté. Au contraire, il faut leur tendre la main. Il nous appartient, dans cette dynamique, de surtout pas laisser un agriculteur de côté, ou moi, dans ma Bretagne, un pêcheur. Même si ces techniques de pêche aujourd'hui ne sont pas tout à fait en phase avec la préservation des ressources, comment l'accompagner pour qu'il puisse vivre décemment de son travail? Donc quand on est devant quand on a cette volonté, sincère ou pas, mais quand on a en tous les cas mis dans ses promesses électorales comme quoi on y viendrait à cette restauration collective, faite maison, locale et à grande majorité, sinon à 100% en bio, en tous les cas de tendre vers, eh bien ils ne savent pas comment faire. Eh bien cette fameuse SCIC qui pique est l'outil, l'expertise opérationnelle, avec plus de 120, 150, je crois qu'ils sont près de 150 au niveau national, Normandie, Rhône-Alpes, il y a des représentants qui sont là, qui peuvent vous aider, le maire, le président du conseil général, un président de région, en disant « vous avez cette volonté, vous ne savez pas comment faire, attendez, là il va falloir répondre à votre promesse ». Parce que je ne voudrais pas surtout que le politique dise « ah bien, je voulais ». Mais on n'avait personne pour nous aider. Si, aujourd'hui, là, vous les avez. Ça s'appelle SCIC, Nourrir l'avenir. Ils peuvent venir vous voir dans toute la France, dans les dom-toms, pour vous aider à cette transition, pas écologique, cette transition sociale, économique, environnementale, humaniste et culturelle. Parce que dans cet agro-business, on l'a tous compris, nourrir les enfants de la planète avec exactement la même chose, est-ce que ça fait partie de la recherche de la biodiversité? L'effondrement de la valeur nutritionnelle de tous les produits, à commencer par une pomme, est-ce que ça fait partie de l'avenir? Cette dimension vertueuse, elle ne doit pas être incarnée par une notion de, j'allais dire, moralisatrice, une notion de donneur de leçons. Parce que les déchets, parce que les plastiques, vous le disiez très justement, et je comprends les enfants, vous avez d'autres soucis. On est là pour vous accompagner avec ces soucis-là. Il nous appartient de surtout pas vous abandonner à ce moment-là. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que cette approche, c'est pas la vertu, c'est pas il faut bien faire comme ceci, il faut bien faire comme cela. On a l'impression qu'on rentre dans une espèce de truc là, que des contraintes, que des régimes, que des privations. Le monde de demain sera plus beau que celui que nous vivons aujourd'hui et que nous avons vécu hier. Ça, c'est sûr. C'est une renaissance que nous vivons. Un vieux monde est en train de s'effondrer. Vous savez, ce penseur qui disait « Le vieux monde tarde à disparaître, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur,
Les monstres apparaissent. On les a vus, les monstres. Il y en a certains qui sont déjà partis là, aux États-Unis, il y en a déjà un en moins. Il y en a d'autres, mais il y en a d'autres qui sont pas loin de chez nous, là, dans les élections l'année prochaine. Il y en a des monstres. Vous voyez que je fais de la politique, moi. Mais par contre, je suis encarté à aucun parti politique. Mais parce qu'aujourd'hui, la responsabilité de chacun, c'est cette prise de conscience. Vous savez, on a tous fait de la visio, là, on ne savait pas, là, maintenant on sait. Hein. Mais dans la visio, il y a une chose étonnante, c'est que d'habitude, on se voit le matin, lorsqu'on se brosse les dents, dans le miroir. Et puis le soir, lorsqu'on se brosse les dents, dans le miroir. Ben là, on se voyait toute la journée dans la visio. J'espère que chacun d'entre nous, nous sommes réconciliés avec nous-mêmes. Maintenant que nous sommes, nous allons enfin, je vais parler de cette renaissance, enfin on va pouvoir se retrouver sur la place publique, entre amis, en famille, en copains, la société. Même, mon Dieu, que ça nous manque d'être ensemble. Mais de quelle manière nous avons été privés. Et là, j'aborde une notion, il nous appartient de nous réconcilier avec les autres. Et se réconcilier avec les autres, c'est pas porter l'anathème en disant « toi, tu as fait ceci, toi, tu as fait cela, toi, tu étais comme ceci, toi, tu étais comme cela ». On s'en fiche. On reconstruit quelque chose. On reconstruit une société. Et pour la reconstruire, moi, je vous invite à avoir un dénominateur commun. Et pas dans le leçon, ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire, mais le plaisir. Vous savez, c'est une chanson. Pour le plaisir. Vous voyez ? Eh ben, on n'en est pas loin pour le plaisir. Le plaisir d'être ensemble. Mais comment on va revenir à la cuisine quand même? Comment pouvoir imaginer que nous puissions avoir du plaisir en sachant que ce produit a été, en tous les cas, cette viande ou ce légume ou ce poisson a été obtenu en faisant en sorte que des gens ont été maltraités, sous-payés. C'est ce qu'on appelle le commerce équitable. Mais le commerce équitable, ce n'est pas simplement d'aller acheter son grain de café à l'autre bout de la planète ou son grain de poivre. Le commerce équitable, il commence au bout de ce chemin, sans doute à quelqu'un qui produit du lait. Et cette personne-là, en produisant du lait de qualité, n'arrive pas à en vivre. Ça, c'est la réalité. Comment puis-je avoir du plaisir? Je ne peux pas. Si des gens ont été abîmés, exploités, je ne peux pas. Si je sais que ce que j'ai dans l'assiette, là, ça a abîmé une nappe phréatique, un ruisseau, une rivière, un rivage, que ça a abîmé en fait la planète, la nature, je ne suis pas à l'aise. Je ne trouve pas ça très bon. Mais en plus, si je sais que ça m'empoisonne à petit feu, alors là, je dis, ton plat, là, c'est peut-être bon parce que, je ne vais pas reprendre hier, je parlais d'une notion du bon, mais si le bon s'arrête à une fraise tagada, alors je peux vous dire, parce qu'on parle évidemment de la pandémie, de ce foutu virus, mais je peux vous dire que le sucre, il tue beaucoup plus. Hein. Donc, si on considère que la fraise tagada, c'est bon, ben on est déjà tous morts. Et la notion du plaisir en conscience, dans une forme de frugalité, dans frugalité, il y a fruit, et c'est dans cette dimension que nous allons tous vivre, c'est pour ça que moi je vous y invite, et là c'est un parfait exemple, ce qu'on appelle la prospérité durable. Il ne s'agit pas de décroître, mais il s'agit de faire des choix sur ce que nous voulons faire croître et sur ce que nous voulons faire décroître. Et bien ça, on sait aujourd'hui, nous, on veut des cuisines, ici, vous êtes la preuve, c'est possible, des cuisines fait maison, locales, 100% bio, qui redonnent une dignité à ces hommes et ces femmes qui, dans l'ombre, sont restés pendant des années dans l'ombre, et qui font la cuisine pour les Françaises et les Françaises tous les jours. Ça, c'est la réalité. Et enfin, vous dire que cette SCIC, qui est un outil au niveau national, qui, je l'espère, demain sera un outil au niveau de l'Europe, avec un président qui est Jean-Marc, qui est là,
avec un directeur qui est Joe, qui est là-bas, qui ont fait un travail, et des hommes et des femmes qui sont là, qui arrivent de Normandie, de Rhône-Alpes, qui ont fait un travail remarquable, de fourmi depuis des années. Appelez-les, les élus, ils sont à vos côtés, ils peuvent vous aider. Tout ça, évidemment, dans un budget parfaitement encadré, c'est possible. Alors, à celles et à ceux qui vous disent « c'est une utopie au niveau national », je leur dis c'est la même chose, ils disaient que c'était une utopie il y a 10 ans de le faire en Dordogne. Le président du Conseil général, avec sa volonté, son souhait, en s'accompagnant d'hommes et de femmes de qualité, a réussi à le faire. Cette utopie est devenue une réalité. À toutes celles et tous ceux qui vous disent vous avez, au niveau national, c'est une utopie, répondez-leur que l'utopie, c'est le tout début du refus du renoncement. Et enfin, je terminerai par cette approche. La France, depuis la Révolution, est reconnue pour ses droits de l'homme. Et lorsqu'on va dans le monde entier, on dit « je suis française, je suis français, j'incarne la bonne cuisine et les bons vins ». Alors si c'est le cas, et vous, la Dordogne, vous prouvez que c'est vrai. Vous êtes le premier département à pouvoir effectivement dire ce que vous faites dans l'ensemble des collèges et là, du tout début des lycées. La France, et là actuellement la Dordogne, mais demain toute la France, est le pays du droit du bien manger pour tous et n'est pas considéré comme un privilège réservé à quelques-uns. Le droit au bien manger, à travers l'éducation nationale, parce qu'évidemment, le tandem avec l'éducation nationale, tous les ministres de l'éducation nationale doivent être convaincus de cette chose-là, quel que soit leur bord, ça doit être pratiquement inscrit dans la Constitution, le droit au bien manger pour toutes et pour tous, en Dordogne, en Nouvelle-Aquitaine demain, vous êtes les pilotes, et au niveau national, bien évidemment. Mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment.